C'est bon, normalement tout est OK. Parfait. Excusez-nous pour ce problème technique. Je crois que vous nous voyez à l'écran, mais vous n'entendiez pas le son. Donc, nous allons recommencer ce webinaire et vous remercier une nouvelle fois d'être présent. Je vais vous présenter les intervenants qui vont aujourd'hui essayer de répondre à cette question, réussir sa croissance externe en Europe. Deuxième webinaire de la semaine de l'international LCL, organisé en partenariat avec Altios et Leonetti. Stéphane Hénon, bonjour, merci d'être présent aujourd'hui pour partager votre expérience. Vous êtes directeur général de l'Oxam et vous avez une vraie expérience de la croissance externe en Europe depuis plusieurs années. Bonjour à tous. Et Grégoire Delespinay, banquier conseil LCL, sera là pour vous interroger et pour partager votre expérience. Bonjour Grégoire. Bonjour à tous. Bonjour François. Voilà, Arnaud et Odile, Arnaud de Bantel, qui sont senior bancaire, respectivement senior bancaire international et Arnaud qui dirige la direction internationale LCL, vont vous expliquer comment les clients et les prospects LCL peuvent être accompagnés au niveau bancaire dans ces opérations de croissance externe. Bonjour Arnaud, bonjour Odile. Bonjour à tous. Bonjour. Et Alexandre Kaplan qui dirige chez nous, chez Altios, la practice croissance externe. Et je passe la parole directement à Alexandre dans cette optique de pédagogie de réussite d'une croissance externe. Quelles sont les étapes clés et les particularismes à respecter en Europe, puisque évidemment, Europe du Nord, Europe du Sud, on n'est pas forcément sur les mêmes paradigmes. Alexandre, tu as la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup François. J'espère que tout le monde m'entend. Désolé pour les petites redites pour ceux qui m'ont déjà entendu. Donc en deux mots, Alexandre Kaplan. Donc moi je gère l'équipe corporate finance chez Altio. J'ai une petite dizaine d'années d'expérience en croissance externe, toujours sur le même positionnement, donc au service des PME ETI dans leurs acquisitions à l'international, voilà, dans différents cabinets M&A à Londres, puis à Paris depuis 3 ans. Et voilà, ravi d'intervenir aujourd'hui aux côtés du LCL avec le témoignage du dirigeant de l'Oxam, voilà, pour illustrer ce webinaire. On peut passer à la slide suivante. L'idée, c'est de faire une première constatation suite à cette crise sanitaire qui nous bouleverse tous et qui a bousculé vraiment les stratégies d'entreprise. De notre prisme, on constate une forte accélération des démarches d'acquisition qui s'intègrent maintenant presque naturellement dans les plans de développement à l'international des entreprises. Et on ressent vraiment, nous, de notre angle Altios, vraiment cette accélération avec une nette augmentation du nombre de projets, 3 fois plus qu'en temps normal, et une forte tendance pour nos clients français notamment de cibler en priorité des marchés européens, voilà, qui sont souvent vus comme moins risqués et permettant de sécuriser une stratégie d'expansion et un plan à court moyen terme à l'international. Donc cette dynamique s'applique notamment pour les PME ETI qui vont parfois privilégier la croissance externe à la croissance organique, souvent qualifiée de plus longue et incertaine. Et c'est vrai qu'une opération de croissance externe réussie permet de sécuriser directement un développement dans un pays via une implantation en propre avec voilà, l'acquisition d'employés, de chiffre d'affaires existant, idéalement d'un EBITDA existant, ce qui est toujours mieux, d'une marque, un portefeuille client, autant d'atouts voilà, qui vont permettre d'aller chercher rapidement des nouveaux leviers de croissance hors de son marché domestique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par essayer de comprendre comment bien se préparer, comment bien commencer son projet de croissance externe, et on peut passer à la slide suivante. Donc, vraiment, c'est un projet qui prend du temps, en moyenne 1 an, très fréquemment jusqu'à 18 mois. Donc, il faut avoir conscience que c'est un process voilà, long comme c'est affiché, qui va vous prendre de l'énergie, des moyens, surtout quand on souhaite aller à l'étranger. Pour vous citer un exemple récent, on a récemment conseillé un groupe italien voilà, dans le secteur IT, donc financement de l'innovation, dans son acquisition en France. Et il y avait un décalage entre l'expérience d'un groupe coté italien à la Bourse de Milan, aguerri des opérations de M&A 5-6 par an, et un vendeur inexpérimenté avec une forte dose d'émotion parce que c'est la première et dernière fois qu'on vend sa structure. Donc, pour vous donner une idée, pour cette opération, entre le début du projet et le closing effectif, il s'est passé 18 mois. Donc, voilà, faut aussi être vigilant sur le calendrier.
C'est également un processus complexe avec de nombreux obstacles, surtout à l'international quand il faut gérer les différences culturelles, les différences de valorisation. Et parfois, tout simplement, la cible qu'on vise, elle n'existe pas et il faut adapter ces critères. Donc, il faut faire preuve de flexibilité et ça impose de vraiment bien se préparer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà valider sa stratégie d'investissement. C'est ensuite nommer un responsable de projet en interne, vraiment la personne qui va faire le lien avec tous les intervenants, les conseils M&A, les auditeurs, les avocats, mais aussi les autres personnes en interne, le directeur général, le directeur financier, le fonds d'investissement, s'il y en a un. Donc, il faut vraiment allouer le projet à une personne qui va être le responsable de projet en interne, qui va consacrer du temps, souvent en plus de son périmètre actuel, à ce projet d'acquisition. Et ça peut également être la personne qui va être responsable de l'intégration de la société et de son pilotage. C'est vrai que ça fait souvent du sens parce qu'il y a eu un échange pendant 1 an, 18 mois avec la cible. Donc, en termes d'interlocuteurs, c'est souvent plus fluide. Ensuite, c'est bien définir son budget alloué au projet. Donc, ça fait aussi référence au fait, est-ce qu'il faut un conseil ou pas? Ce qui est souvent recommandé pour les acquisitions à l'international quand on ne connaît pas le pays ni ses habitudes. C'est définir pourquoi est-ce qu'on veut faire une acquisition, donc le rationnel de l'acquisition. Est-ce que c'est pour entrer dans un nouveau pays? Est-ce que c'est pour consolider des opérations existantes dans un pays? Est-ce que c'est pour aller racheter une technologie, une accréditation particulière, une marque forte? Toutes ces questions-là, il faut vraiment se les poser en amont. Et bien sûr, avant d'appuyer sur le bouton, c'est prendre le temps de bien définir la typologie de la cible idéale dans un monde parfait, son activité dans le détail, quel niveau de chiffre d'affaires on souhaite. Donc, il faut avoir une idée de la fourchette. Est-ce qu'on souhaite une entreprise rentable ou pas? Combien de personnes? Et c'est bien sûr se pencher sur le modèle d'opération qui ferait le plus de sens. Est-ce qu'il faut absolument une acquisition à 100% ou alors est-ce que juste une prise de participation majoritaire peut suffire? Est-ce qu'il faut une montée progressive au capital en gardant les managers en place quelques années, ce qui est recommandé? Toutes ces questions-là, c'est vraiment des premiers points d'attention pour bien démarrer son projet d'acquisition et qui, encore une fois, peuvent bien sûr évoluer. Pour citer un petit exemple, pour un groupe français récemment dans le secteur des enquêtes mystères, on était parti pour rentrer sur un format majoritaire pour une acquisition en Allemagne. Ça s'est finalement transformé sur une prise de participation minoritaire pour commencer, car il y avait un écart de valorisation trop important, ce qui n'empêche pas que maintenant ça se passe très très bien. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à être un petit peu créatif sur le modèle de structuration. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après où on va faire une petite parenthèse théorique qui, j'espère, sera pas trop ennuyeuse pour détailler les 5 grandes étapes d'un projet d'acquisition. En 2 mots, il y a 5 grosses étapes clés. La première, c'est la partie identification de cibles, ce qu'on appelle, nous, vulgairement, le screening, qui va permettre de repérer les cibles qui correspondent au profil de votre cible idéale. Étape 2, c'est la phase d'approche qui va permettre d'aller tester l'intérêt pour une société de vendre ou pas, si elle n'est pas engagée dans un process. Ensuite, s'il y a une ou plusieurs ouvertures, c'est là qu'on arrive en étape 3, qui est la phase décisive de la première rencontre, premier échange entre la société et la société cible pour une première présentation. C'est important de séduire et d'avoir le feeling sur ce premier échange, donc ça se prépare bien comme on le verra. Et si cette première discussion se passe bien, c'est là que la négociation commence, qu'on peut aborder les synergies, le prix, l'analyse financière, la négociation des premiers paramètres d'une lettre d'intention non engageante. Et ensuite, une fois cet LOI signé, c'est là qu'on passe en phase 4, qui est la phase de due diligence, afin de valider sur les différents volets, que ce soit financier, juridique, social, qu'il n'y ait pas de point de blocage qui pourrait remettre en cause les conditions de l'offre. Si tout est bon, on confirme une offre ferme, on démarre la rédaction du SPA, qui est le contrat de cession de part, qui va définir vraiment toutes les clauses de l'opération. C'est un document qui est usuellement préparé par un avocat. Et ensuite, seulement si acheteurs et vendeurs sont d'accord sur l'ensemble des clauses, c'est là qu'on peut faire le signing, c'est-à-dire la signature du SPA effective. Et si toutes les conditions suspensives sont levées, on fait le closing, c'est-à-dire la finalisation de l'opération. Mais comme vous le voyez, c'est juste la fin du premier cycle et c'est
une très belle victoire de réussir son acquisition, mais c'est encore mieux de réussir son intégration. Donc, il faut vraiment être vigilant aussi sur l'après-acquisition parce que peut y avoir aussi des mauvaises surprises. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un petit peu dans le détail de chaque étape avec voilà, quelques anecdotes. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide d'après qui va décrire plus en détail cette phase, un petit peu de screening. Hein. Le premier risque sur cette phase, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir tout de suite aller approcher les cibles pour voir s'il y a des cibles en vente. C'est toujours le Graal, mais il faut vraiment prendre le temps d'être le plus complet possible, hein, au risque déjà de passer à côté de la cible idéale. Pour une acquisition à l'international, trouver la cible idéale, c'est avoir un écosystème, bien connaître tous les réseaux locaux, les leviers, hein, qui vont permettre d'identifier toutes ces sociétés. Il faut compter au minimum 2 mois, hein, pour faire, on va dire, une recherche exhaustive, hein, selon le marché, selon le secteur, bien sûr, pour avoir une liste vraiment complète, même si dans certains secteurs de niche, il y a, on va dire, des difficultés à trouver les cibles. C'est pas parce qu'il y a moins de cibles qu'on va aller plus vite. Donc, le vrai message ici, c'est prendre le temps. Ensuite, la disponibilité, hein, de l'information financière, elle est variable selon les pays. Hein. En Allemagne, pour les petites boîtes, c'est souvent plus difficile d'avoir accès à de l'information financière, là où en France ou au UK, voilà, on va pouvoir y arriver plus facilement, au moins avoir une idée du chiffre d'affaires. C'est pareil pour l'actionnariat. Il faut prendre le temps d'identifier qui au capital, car vous allez le voir en phase 2, on n'approche pas de la même manière un dirigeant de 25 ans ou de 80 ans. On n'approche pas un fonds ou une famille qui est au capital depuis 3 générations de la même manière. Donc, ce travail de qualification, il vient vraiment compléter de façon efficace le travail d'identification. Donc, le screening, ce n'est pas uniquement des noms des sites Internet, c'est vraiment prendre le temps d'avoir toutes les informations pour gérer proprement la phase d'approche qu'on va décrire du coup sur la slide d'après, si possible. Cette phase d'approche, l'idée, c'est de commencer par faire proprement la sélection des cibles les plus pertinentes. Donc, en phase 1, on arrive à une première longue liste. Là, l'idée, c'est de choisir les cibles les plus pertinentes et de s'accorder sur la typologie de l'approche qu'il faut vraiment soigner. Donc, est-ce qu'on approche en anonyme ou pas? Par exemple, en Allemagne ou en Pologne, il faut plutôt être formel, hein, mettre les formes, ne pas brusquer, vraiment être patient, faire preuve de pédagogie. Alors qu'au UK, en Espagne, en Italie, voilà, les vendeurs sont plus accessibles, hein, plus directs. Pour vous citer un exemple qui date de ce matin, sur un projet en cours dans le secteur de la gestion de flotte, voilà, on a approché certains dirigeants sur LinkedIn, on a eu des réponses en 1h30. Donc, voilà, vraiment, c'est du cas par cas, selon les secteurs, selon les pays, selon le profil, hein, bien sûr, de l'actionnaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Le vrai message, et c'est ce qui est important à retenir sur cette slide, c'est de ne pas brusquer la cible, que ce soit sur l'approche ou sur le discours, en attaquant trop rapidement, hein, les sujets sensibles. Il est vivement déconseillé de demander au bout de 2 minutes d'échange lors du premier contact le niveau d'EBITDA et le prix souhaité. Il faut vraiment prendre le temps de mettre les gens à l'aise, de créer du lien, voilà, de proposer de signer un accord de confidentialité pour s'il y a un partage d'informations et vraiment insister sur le projet industriel. Slide d'après, si tous les signaux sont au vert, c'est là qu'on peut commencer la partie analyse financière, hein, voilà, en se renseignant sur les multiples de marché. Faut vraiment bien comprendre que dans certains pays, l'EBITDA comptable est très différent de l'EBITDA ajusté. Voilà, au UK, par exemple, il n'est pas rare de voir des dépenses personnelles, hein, des dirigeants sur la société affichées, hein, pas camouflées. En Espagne, il est fréquent voilà, de voir ces rémunérations de dirigeants qui dépassent largement les standards de marché. Donc, il ne faut vraiment pas s'arrêter à l'EBITDA comptable, l'EBITDA des comptes, et faire l'exercice proprement de l'EBITDA ajusté, normatif, hein, qui va refléter plus ou moins post-acquisition quelle rentabilité vous aurez lorsque vous intégrerez la cible à la structure. Sur la rencontre, il faut vraiment créer un feeling, hein. Faut être patient, comme je disais, prendre le temps de connaître son interlocuteur, son histoire, sa stratégie. C'est une histoire, voilà, d'homme avant tout, et bien connaître les différences culturelles. Et sur ce montage de l'opération, encore une fois,
ça va avec le message de ne pas brusquer. Il ne faut pas hésiter à être créatif sur la structuration. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent de trouver un compromis entre les deux parties quand l'écart de valorisation, quand le timing n'est pas le bon, pour finalement arriver à un partenariat capitalistique. Pour maximiser ses chances pendant la phase de négociation, faut se renseigner sur les multiples de marché de son secteur qui varient selon les pays et qui permettent d'avoir cette base objective pour les deux parties. Voilà, au UK, par exemple, les multiples sont souvent plus élevés qu'en France. Il y a un yes pour le moment, mais ça va changer dans les prochains mois, mais qui est à 19% vs 28% chez nous. Donc, pour nous, payer des multiples plus chers au UK, ça revient à la même chose. Donc, voilà, toutes ces questions-là, il faut quand même se les poser et pas rester fixé sur moi, je paye 7 fois les l'EBITDA, ça n'a pas de sens. Et voilà, et pour finir, parce que je vois que le temps file, il est indispensable de réaliser les due diligence afin de vérifier qu'il n'y ait pas de gros points de blocage. Et si tout va bien, on peut finaliser les derniers termes du contrat et réaliser l'acquisition. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. Et puis, François, je te laisse la main. Oui, merci Alexandre pour cette pédagogie étape par étape. Il y a une question justement qui vient d'un dirigeant sur le contexte international à distance qui nous est imposé. Est-il possible, la question est la suivante, est-il possible de faire une opération d'acquisition aujourd'hui et de respecter les étapes que tu as décrites à l'international 100% en distanciel? Est-ce que c'est envisageable selon vous, selon toi Alexandre? Alors, c'est pour moi, bien sûr, c'est une très bonne question. C'est certain que le Covid a bousculé toutes les manières de travailler. Je dirais, pour faire un petit feedback sur ce qu'on vient de dire, que la partie identification, approche de cible, surtout si on passe par un conseil sans problème, car on va dire que c'était déjà le cas avant Covid. Ce qui a vraiment changé, je dirais, c'est la partie rencontre qu'on faisait usuellement en présentiel pour créer ce lien qui se fait maintenant très bien en digital. Voilà, pour parler franchement, on organise un Teams avec la vidéo, ça fonctionne très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas le préparer. C'est pas parce qu'on va plus vite qu'il faut que ça aille de façon bâclée. Mais là où l'exercice du 100% pour moi a ses limites, c'est essentiellement sur la partie négociation quand il y a un fort écart de prix, parce que c'est quand même toujours mieux de se voir pour aller fluidifier les points d'accroche de négociation. Côté vendeur, il y a toujours beaucoup d'émotions, surtout quand c'est la première fois que l'on cède sa structure. Donc, c'est vrai que c'est toujours rassurant de vouloir voir en présentiel les gens, de pouvoir toucher, pour parler vulgairement. Et c'est vrai que ça, c'est le petit point de vigilance. Et ensuite, sur le reste, due diligence, rédaction du SPA, tout vraiment peut se faire en digital aujourd'hui. Il y a des outils qui permettent d'être extrêmement fluide sur le sujet. Donc, pour répondre à la question, théoriquement, oui. Dans la pratique, oui et non. Ça va dépendre des cas. Merci. Je suis ravi d'accueillir Stéphane Hénon pour le témoignage entreprise et peut-être pour vous introduire juste un chiffre, une statistique que vous illustrez parfaitement avec l'Oxfam, Stéphane. 50% des ETI, études récentes du METI, disaient qu'elles souhaitaient renforcer leur présence internationale via la croissance externe en Europe. Donc c'est un sujet d'actualité et Grégoire et Stéphane, je vous laisse la parole pour ce témoignage retour d'expérience. Tout à fait. Bon, rebonjour à tous et bonjour Monsieur Hénon. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce webinaire en tant que témoin sur une thématique, la réussite de la croissance externe en Europe qui vous est chère, que vous connaissez bien en tant que directeur général de l'Oxam, qui est le leader européen, je le rappelle, de la location de matériel et outillage pour les professionnels. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, pouvez-vous nous dire en un mot, en quelques chiffres, nous présenter l'histoire de l'Oxam et son métier aujourd'hui? Oui, bien sûr. Merci Grégoire de me donner la parole. Donc quelques chiffres clés pour vous parler de l'Oxam. Comme vous l'avez indiqué, donc notre métier, c'est de louer des matériels aux professionnels de la construction, mais pas uniquement, puisque nous travaillons aussi dans d'autres secteurs tels que les espaces verts, l'événementiel, l'industrie, les services. Donc c'est beaucoup plus large que le seul secteur de la construction. L'Oxam est un groupe français
qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros. Ce chiffre a pratiquement triplé depuis 2008, donc ça vous donne, ça illustre pas mal la croissance du groupe, et en plus cette croissance s'est faite essentiellement à l'international. Et ce chiffre de 2 milliards d'euros nous positionne, comme vous l'avez dit, en numéro 1 européen et numéro 4 parmi les loueurs mondiaux. Notre organisation, c'est un réseau assez dense d'agences, on compte sur l'ensemble de nos géographies un peu plus d'1 millier d'agences, et nous avons un peu plus de 11 000 collaborateurs qui tous les jours servent nos clients. Le parc de matériel, bien évidemment, c'est notre premier bien. Pour vous donner un ordre d'idée, si on devait aujourd'hui racheter le parc de l'Oxam et le remplacer, on parle d'une enveloppe d'un peu plus de 4 milliards d'euros de CAPEX. Voilà. L'Oxam est un des acteurs au monde les plus internationaux, avec une présence dans 30 pays et sur 4 continents différents. Pratiquement aucun autre loueur au monde n'a un tel réseau dans autant de pays. Puisque les plus gros loueurs que nous les deux premiers sont deux Américains, et ils sont essentiellement en Amérique du Nord, donc pas très internationaux. Donc on a une expérience, c'est vrai, de l'international, et aujourd'hui l'international est majoritaire et représente 60% de notre chiffre d'affaires total. Notre secteur de la location connaît une croissance relativement continue depuis plusieurs décennies. Ça s'explique par le passage progressif de nos clients de la propriété du matériel à l'usage. Et c'est vrai qu'en ce sens, notre métier, l'Oxam, est vraiment au cœur de l'économie circulaire. Et la location a un côté extrêmement vertueux en termes d'empreinte carbone, puisque à travers la location des matériels, nous optimisons la vie des matériels, nous réduisons la production de CO2, par l'optimisation du transport. Nous innovons, nous remplaçons notre parc régulièrement, donc nous innovons avec des matériels plus respectueux de l'environnement. On a une marque LoxGreen qui qualifie des matériels à très basse émission. Donc en cela, nous nous inscrivons vraiment par notre politique RSE dans des thématiques très actuelles. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors justement, sur la partie internationale, vous avez réalisé en effet ces dernières années notamment des opérations assez significatives, pour ne pas les citer toutes, mais au moins 3 d'entre elles au Royaume-Uni, en Espagne, plus récemment en Finlande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre stratégie globale à l'international, en Europe en particulier, et comment cette dernière a évolué au cours des dernières années? Oui, bien sûr. Alors, avant de parler des dernières acquisitions qui ont été assez marquantes, je vais revenir quand même sur l'international pour l'Oxam. C'est une aventure qui a démarré il y a plus de 20 ans. Donc, on a fait nos premières armes avant les années 2000. Et en fait, à l'époque, le premier objectif, c'était de valider l'adéquation de notre business model France à des pays étrangers. Donc, de façon assez naturelle, on a commencé par des pays limitrophes. On a commencé en Belgique, on a commencé en Suisse. Et pratiquement dans tous les pays où nous sommes aujourd'hui, on a commencé par de la croissance externe. C'est ce que notait Alexandre dans sa présentation. C'est vrai que la croissance externe permet de gagner beaucoup de temps dans le développement international, puisque en une fois, on va acquérir à la fois des compétences et l'expertise du personnel, on va acquérir un réseau d'agences et on va acquérir aussi une clientèle. Donc en général, ça a notre faveur pour un nouveau pays. Ensuite, la croissance de chacun de nos pays se fait aussi bien en organique, par développement de la gamme, par diversification de la gamme, par ouverture de nouvelles agences, que par de la croissance externe. On a fait les deux. Quand on regarde l'histoire de la croissance de l'Oxam, il y a autant de croissance organique que de croissance externe. L'intérêt pour nous, la stratégie du développement international, quel est-il? Ce n'est pas tant la taille et le chiffre d'affaires, c'est un souhait de diversification géographique. Notre principal segment, même si nous travaillons dans d'autres secteurs d'activité, c'est la construction, et la construction a un caractère cyclique dans tous les pays au monde. Et donc l'objectif de se diversifier et d'être présent dans le plus de géographies possible, c'est justement d'essayer de limiter au maximum l'impact de ces cycles, sachant que les cycles de la construction ne sont pas les mêmes selon les continents et selon les pays.
Et c'est vrai que la crise sanitaire nous en a donné l'exemple, puisque même si tous les pays ont été touchés par la pandémie, le moment auquel les pays ont été touchés et l'amplitude de la baisse a été assez fondamentalement différente selon les pays. Et le fait d'être sur plusieurs géographies, et en particulier le fait d'avoir acquis Ramiren, qui est principalement Europe du Nord et Europe centrale, qui a été touché moins et plus tardivement par la pandémie, a joué vraiment un rôle d'amortisseur. Donc, c'est vraiment pour nous le premier intérêt de la diversification de l'international, c'est la diversification qui nous permet le plus possible de linéariser notre activité. Alors, notre ambition, c'est de rester leader, d'être leader. Leader voulant pas forcément dire numéro 1. Il se trouve que nous sommes numéro 1, mais c'est vraiment la notion de leader, c'est-à-dire que dans certains pays, nous sommes très confortables dans le top 3. On ne cherche pas forcément la position de numéro 1 dans tous les pays où nous sommes, mais nous souhaitons être reconnus comme leader par nos meilleures pratiques, par notre performance. Voilà la stratégie de l'Oxam à l'international. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que vous venez de citer Ramirent. Vous avez réalisé en effet cette belle opération en 2019. C'est l'acquisition de ce groupe finlandais qui représentait à l'époque à peu près la moitié de votre chiffre d'affaires. C'était il y a 18 mois, depuis une période assez complexe à gérer. Néanmoins, ce qui peut intéresser peut-être nos auditeurs aujourd'hui, c'est de nous en dire un peu plus sur la manière avec laquelle vous y êtes pris pour faire cette opération de croissance externe d'importance. Bien sûr. Alors, c'est vrai que je vais vous parler de Ramiren, mais je vais remonter quand même en 2017, parce qu'en 2017, il y a déjà eu 2 acquisitions que vous avez notées qui sont importantes, que l'on va considérer comme transformantes, puisque entre 2017 et 2020, la part de l'international est passée chez nous de moins de 20% à plus de 60% du total. Donc, c'est une croissance très importante sur une période très courte. Ça a commencé en 2017 par l'acquisition de 2 sociétés, Lavendon, qui est une société, un groupe anglais qui nous a donné immédiatement une position de leader au Royaume-Uni et dans les pays du Moyen-Orient. Et la même année, nous avons fait l'acquisition de la société Une en Espagne et au Portugal, qui est venue consolider nos opérations espagnoles pour nous donner là aussi une position de numéro 1 sur cette géographie ibérique. Concernant Ramiren, donc une acquisition réalisée en 2019, vous le voyez sur la carte, Ramiren était numéro 2 en Europe avec pratiquement 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, et vous le voyez de façon très visuelle, je pense, une complémentarité géographique parfaite avec l'Oxam. C'est-à-dire que Ramiren était en Europe du Nord et en Europe centrale, là où nous n'étions pas encore, et d'un seul coup, cette acquisition tout à fait transformante nous a permis de compléter la couverture exhaustive de l'Europe. Donc, ça a été réellement transformant et je dirais un cas d'école, je pense, intéressant à étudier, parce qu'une complémentarité aussi bonne est assez rare quand même, mais c'était pour nous la cible de choix, et Alexandre a parlé de l'importance de bien choisir sa cible. Celle-ci, c'était le cas. Alors, comment est-ce que ces opérations se sont passées, et surtout comment on a réussi à les faire? Il y a plusieurs, je pense, critères ou plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'Oxam est une société qui a un peu plus de 50 ans. L'équipe de direction et de management est une équipe stable, confirmée. Donc, nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons procédé à beaucoup d'acquisitions ensemble. Donc, ça nous donne une connaissance intime du marché et de nos concurrents. Nous connaissons pratiquement tous nos concurrents, et quand je parle des concurrents, ce ne sont pas que les plus gros européens. On connaît localement tous nos concurrents, ce qui nous a permis en effet de choisir nos cibles. Et c'est tout à fait le cas de Ramirent, où nous avons lancé une OPA amicale, puisque nous connaissions le board de Ramirent, nous connaissions les dirigeants de Ramirent, et ça a vraiment facilité les discussions qui ont été rapides et qui ont vraiment abouti à un accord pour lequel nous n'avons pas eu à discuter très longtemps finalement. Cette OPA s'est passée de façon tout à fait smooth, comme disent les Anglais. L'autre critère, c'est un critère de rapidité.
Alors là, je prendrais plus l'exemple de l'OPA de Lavendon, puisque en fait, nous sommes intervenus en contre-PA. Donc en contre-PA, vous n'avez pas 2 mois pour vous décider. Mais là encore, on connaissait la cible, on connaissait parfaitement ses qualités. Et il est vrai que le fait d'être une société privée industrielle avec une vision long terme, stratégique de ce qu'est le métier et de ce que l'on veut faire de la société, nous donne une capacité à décider très vite. Et ça a été le cas de Lavendon où pratiquement en 48 heures, nous avons décidé de lancer une contre-PA. Un critère important pour faire des acquisitions sur toute cette taille-là, c'est que l'Oxam a la confiance du monde financier. Et sur des acquisitions de cette taille, nous avons besoin de financement. Et il est vrai que pour ces dernières acquisitions, nous n'avons pas eu de problème pour obtenir les financements, des financements, je dirais, intéressants et surtout rapides. Donc ça, c'est quand même le nerf de la guerre aussi. Pour faire du M&A et de la croissance externe, il faut avoir de bons partenaires financiers. Enfin, le dernier point qui, je pense, explique aussi le succès de ces opérations, c'est le fait que l'Oxam est, je pense, reconnu non seulement pour son track record des acquisitions, puisque depuis plus de 50 ans, ce sont des centaines d'acquisitions que nous avons réalisées, et de toute taille, des grosses sociétés comme Ramirent et Lavendon, mais aussi des sociétés de location avec 1 ou 2 agences dans un pays. Mais je crois aussi que l'Oxam, dans le marché de la location, est réputé pour savoir intégrer ces sociétés acquises. Et je crois que c'est un point important. Quand on va rencontrer une cible, les gens savent que normalement l'intégration va être bien faite et qu'ils ne vont pas perdre leur âme en intégrant le groupe L'Oxam. Alors justement, excellent rebond par rapport à ce sujet d'intégration effectivement qui caractérise le succès d'une grande partie de ces intégrations que vous avez réalisées ces dernières années. Quel conseil vous donneriez justement aux dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui pour intégrer au mieux une cible, surtout quand elle est de taille importante par rapport à l'acquéreur? Alors, j'ai pas la prétention de donner des conseils à personne. Je peux vous parler de la philosophie de l'Oxam pour les intégrations, mais je me garderai bien. Je connais pas les autres secteurs d'activité, donc je me garderai bien de donner des conseils. Mais en tout cas, je peux vous parler de l'Oxam. L'objectif principal d'une acquisition de société, c'est l'acquisition de compétences, c'est l'acquisition d'un réseau d'agences, donc un maillage du territoire, puisque nous avons une activité, un métier très local, et l'acquisition d'une clientèle. C'est les principaux critères. Nous ne rachetons pas une société pour acheter des machines. Les machines, on peut les acheter neuves directement. On a un certain pouvoir d'achat vis-à-vis des fabricants, donc c'est pas pour les machines. Et c'est pas non plus, malgré ce que peuvent en penser les financiers, pour des synergies. Les synergies, nous ne les recherchons pas. Ce ne sont que des conséquences des intégrations parce que parfois, quand on est déjà dans le pays, il nous arrive de fusionner des sièges, parfois de regrouper certaines agences, mais ce sont des choses qui arrivent comme une conséquence et ça arrive en général dans une seconde voire troisième phase de l'intégration. Donc c'est absolument pas financier, les acquisitions ne sont pas pour des raisons financières. Alors, quand nous faisons des acquisitions, il y a quand même quelques règles d'or et je pense que ces règles d'or peuvent aussi être dupliquées à d'autres cas de figure. Tout d'abord, c'est l'implication de la direction générale. Ce n'est pas une mission qu'on puisse sous-traiter à d'autres services dans une entreprise. Et ça, quelle que soit la taille de la cible. Je vous ai parlé d'acquisition de sociétés qui n'ont qu'une seule agence dans un pays. Même avec une seule agence, la direction générale du groupe est impliquée. Une acquisition, ça ne peut que réussir. Il ne faut pas rater une acquisition parce que c'est un élément qui peut être assez traumatisant dans une entreprise. Donc, il y a l'obligation de réussir et donc la direction générale s'implique systématiquement. L'autre point, je pense, c'est la patience. Une fois qu'on a acheté l'entreprise, nous savons où nous voulons aller, nous savons l'objectif final, mais nous avons le temps. Et nous nous donnons le temps d'y arriver parce que le fait de vouloir aller très vite, finalement, peut bien souvent casser la dynamique, faire partir des gens, troubler une clientèle. Donc, on est extrêmement prudent. Ça peut prendre plusieurs années. On travaille sur la convergence,
mais on se donne le temps et des actions telles que par exemple des remplacements des systèmes informatiques, etc. Bien souvent, quand ça se fait en année 2, en année 3. Donc, le mot d'ordre, c'est patience. C'est patience pour découvrir les gens, comprendre comment ils travaillent et surtout ne pas casser la société que nous avons rachetée. En fait, quand on achète une société, on ne recherche pas à tout prix l'homogénéité, à faire du copier-coller de notre business model en France. Ce que l'on recherche finalement, c'est une certaine convergence sur la philosophie de faire le métier de loueur. Donc on a des valeurs, on a quelques croyances dans le groupe, et c'est vers ces valeurs et ces tendances que l'on fait converger les sociétés rachetées. Mais on accepte tout à fait qu'ils gardent leur informatique, qu'ils gardent un business model parfois différent, qu'ils aient des gammes de matériel que nous ne connaissons pas. Ça fait partie justement de l'apport et de la richesse des acquisitions qui viennent finalement contribuer à porter leurs pièces à l'édifice Loxam par leur diversité, par leur diversification. Très clair, merci beaucoup. Alexandre en parlait à la fin de sa présentation. C'est vrai que la crise sanitaire actuelle perturbe quelque peu ou a perturbé un tant soit peu les croissances externes pour les acteurs européens. Est-ce qu'à votre niveau, cette crise qui oblige du coup à être très contraint en matière de développement vous amène à revoir d'une certaine manière votre stratégie d'acquisition ou d'intégration? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. J'ai eu un problème de son. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Alors, je vous ai entendu. Voilà. Peut-être, si vous pouvez réitérer votre question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous me voyez là? Non, je crois qu'on a disparu de l'écran, mais on peut néanmoins continuer à converser. Grégoire, on te voit, pas de On problème. vous entend, donc vous pouvez continuer avec le son, ce sera plus simple. On vous Bah, entend écoutez, parfaitement. je repose ma question. Pas de souci si vous m'entendez, Stéphane. Je disais donc que Alexandre avait parlé des impacts de la crise sanitaire sur les opérations de croissance externe dans un environnement qui était plus contraint, notamment pour les déplacements. Est-ce que, à votre niveau, chez Loxam, la crise sanitaire a des impacts sur justement la politique de croissance externe, sur votre vision, sur votre façon de faire, à la fois pour la recherche de cibles et pour l'intégration? Oui, bien évidemment. C'est sûr que l'année 2020, on a eu autre chose à faire que vraiment de la croissance externe. On s'est concentré sur la gestion de cette crise, sur le fait de passer le mieux possible cette crise très inédite. Donc, on a un peu posé les crayons côté M&A. Ceci étant, on a continué à étudier des dossiers, à étudier le marché, mais donc l'année 2020, il n'y a pas eu d'opération de croissance pour Loxam. Maintenant, est-ce que on est au bout du tunnel? Oui, j'ai la volonté de le croire que on voit la lumière après 1 an et demi de crise. Le rebond de l'activité est pas encore évident et total. Ce que l'on constate finalement, c'est que ce sont les pays qui ont été le plus durement et le plus tôt touchés par la crise qui connaissent un rebond. Et je pense entre autres à la France, à l'Espagne et l'Italie, qui sur le début de l'année ont une activité qui reprend bien. Les autres pays qui ont été finalement moins touchés ou plus tardivement ne connaissent pas encore vraiment de rebond. Je pense que ça sera plutôt quelque chose qui se matérialisera sur la deuxième partie de l'année. Ensuite, on sait que tous les pays vont lancer des plans de relance. Je pense que ces plans de relance n'auront pas d'impact sur 2021, le temps qu'ils soient décidés, validés, lancés et mis en œuvre. C'est plutôt des choses qui auront un impact sur l'année 2022.
Alors c'est vrai que sur cette pandémie, suite à cette pandémie, on a appris beaucoup de choses. Tout d'abord, on a constaté que notre modèle, qui est un modèle très décentralisé, finalement, les patrons de pays sont très autonomes, nos chefs d'agence sont très autonomes, nos patrons de région sont très autonomes. On a vraiment appris que cette décentralisation avait beaucoup de bienfaits, puisque même si on a assuré beaucoup de communication pendant la crise, on avait des gens aux manettes qui étaient totalement autonomes et aptes à décider de ce qu'il fallait faire dans chaque pays en fonction de l'évolution de la crise. Donc la décentralisation s'est avérée une extrêmement bonne organisation. Ce que nous a appris la crise aussi, c'est que finalement rien n'était impossible. Je crois que l'Oxfam n'a pas été la seule société à être surprise par cette pandémie mondiale, sa durée, son amplitude et son impact. Donc, nous l'avions clairement sous-estimé. Ça a été pour nous l'occasion de retravailler notre cartographie des risques. Donc, bien évidemment, la criticité et l'impact ont été revus à la hausse pour les crises sanitaires. Faut jamais dire jamais. Il y aura peut-être d'autres crises sanitaires dans le futur. Le sujet, moi, qui me préoccupe le plus et pour lequel nous tentons de nous préparer, ce sont les problèmes de cybercriminalité. Et je pense que c'est le challenge de beaucoup d'entreprises, parce que la question n'est plus de savoir si nous serons ou pas touchés, la question c'est de savoir quand nous serons touchés. Et donc il faut nous y préparer, parce que dans des activités comme les nôtres en réseau, où nous digitalisons de plus en plus notre métier, le jour où nous n'avons plus d'informatique, plus de digital et plus de téléphone, il faut envisager quand même la continuation de la vie de l'entreprise. Et je crois que c'est un challenge essentiel pour la location, mais je crois pour les entreprises, de se préparer à cette cybercriminalité, parce que c'est probablement la prochaine crise. En ce qui concerne le marché, les impacts de cette crise, comme je dirais pratiquement toutes les crises, ça va être sans doute une accélération de la consolidation du marché. C'est-à-dire que, bien évidemment, le marché a été très calme en 2020 et probablement on restera assez calme en 2021. Mais nous restons sur un marché qui est très atomisé, très fragmenté, avec beaucoup d'acteurs locaux, régionaux, nationaux. Et je pense qu'à la sortie de cette crise, on va voir une accélération de la consolidation qui a déjà commencé depuis de nombreuses années, qui s'est un peu accélérée ces dernières années. Je crois qu'on y a participé, puisque c'est vrai que les acquisitions qu'on a mentionnées ont été en termes de volume très significatives. Le numéro 2 européen a été aussi actif sur la consolidation du marché. Donc voilà, je pense que une des conséquences de cette crise en termes de M&A, c'est que ça va relancer la consolidation. Écoutez, merci beaucoup. Et vous êtes un témoin de cette relance de consolidation avec l'annonce que vous avez faite l'année dernière, même si c'est une opération plus petite à votre échelle. Vous êtes reparti à l'acquisition avec un petit acteur danois. En tous les cas, on vous félicite, parce que ça témoigne de la dynamique et de votre esprit de conquête qui n'est jamais relâché chez l'Oxam. Donc, merci pour ce témoignage. Stéphane, peut-être François, tu as des questions en parallèle pour Oui, Monsieur j'ai Hénon. quelques questions en parallèle. Merci d'abord pour ce témoignage à la fois enthousiasmant et rassurant, comme quoi on peut, à travers la croissance externe, transformer un groupe de taille mondiale. Et je retiens la notion d'acquisition transformante, Monsieur Hénon. Il y a une question qui vient dans le chat qui concerne en fait les aspects culturels, puisque vous avez réalisé, Grégoire l'a dit, des acquisitions en Espagne, au Royaume-Uni, en Finlande, donc dans des zones assez complémentaires de votre réseau actuel. Quels sont ce que vous avez observé en termes de différences culturelles? Quels sont les conseils à donner pour approcher une cible à la fois espagnole, aussi différente qu'une cible espagnole et une cible finlandaise? Je crois que ça commence par beaucoup d'humilité. On n'arrive pas en pays conquis en roulant des mécaniques et en disant voilà, nous sommes numéro 1 européen, on va vous racheter, tout va bien se passer. Donc beaucoup d'humilité dans l'approche, beaucoup d'acceptation aussi des différences culturelles, mais je dirais cet aspect culturel est important. Il nous est arrivé de regarder certaines cibles que nous avons décidé de ne pas racheter pour des écarts culturels, pas pour des écarts du fait qu'ils étaient dans un pays étranger, mais parce que, encore une fois, leur philosophie du métier était tellement éloignée de la nôtre que nous nous sommes dit ça ne matchera pas.
Donc, c'est pas un problème d'identité culturelle ou d'écart culturel entre la Scandinavie ou l'Espagne. C'est un problème de la façon de faire le métier. Et des sociétés comme Ramirent, etc., ont exactement la même philosophie de faire le métier. Ils peuvent le faire en Finlande quand on est en France, mais ils font le métier de la même façon. Ils ont un réseau d'agences, ils sont très locaux, très implantés dans les territoires, ils ont une philosophie d'excellence opérationnelle, de qualité. C'est pas le chiffre d'affaires à tout prix, c'est pas la rentabilité à tout crin. Voilà, on partage ces valeurs ou cette philosophie du métier. Et c'est ce qui fait qu'on choisit des entreprises. Certaines entreprises ne seront jamais achetées par l'Oxam parce que le gap culturel, selon nous, est trop important et donc on ne se sent pas à l'aise de les racheter parce que on risque de casser quelque chose qui fonctionne différemment et pour lequel on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Donc ce gap culturel, on est maintenant dans 30 pays, donc les sensibilités locales, c'est sûr que je dirais les sensibilités d'un Espagnol sont pas celles d'un Finlandais ou d'un Anglais, bien évidemment, mais on a maintenant une expérience de plus de 20 ans pour ne pas commettre d'impair vis-à-vis de ces différentes sensibilités nationales. Voilà, donc on est à l'aise. Le vrai gap culturel, c'est la façon dont est gérée et dont est managée la société. Et c'est là que l'on fait nos choix. C'est très clair, merci beaucoup. Une croissance externe réussie en Europe, ça passe aussi par un bon accompagnement bancaire. Et je vais laisser la parole à Arnaud et à Odile qui vont clôturer ce webinaire sur l'accompagnement bancaire des opérations de croissance externe. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, Stéphane Hénon a mis en valeur le fait qu'une croissance externe, c'était quelque chose de vital, de très important dans la vie d'une entreprise. Et donc, la question, c'est de savoir comment se passe l'accompagnement bancaire. Stéphane Hénon a rajouté aussi que le financement était le nerf de la guerre. Donc, c'est un peu ce que je vous propose de voir rapidement. À quoi sert la banque dans cette étape-là? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Qu'est-ce qu'elle apporte aux entreprises? Et notamment une banque comme LCL. Donc, on peut passer au premier slide. Simplement pour rappeler qu'LCL est une banque française qui a un réseau au niveau national, mais qui intervient effectivement dans l'accompagnement, alors là vous êtes allé un petit peu trop loin, dans l'accompagnement de ces entreprises internationales, puisque nous sommes banque d'une PME sur 3, d'une ETI sur 2, et que nous intervenons à 3 niveaux. Nous intervenons d'abord parce que nous avons nos propres compétences, nos propres équipes LCL en cash management, trade finance, financement, salle des marchés, etc. Mais nous appuyons sur un groupe très puissant qui est le groupe Crédit Agricole, par ses banques à l'étranger, son réseau Crédit Agricole CIB, toutes les filiales spécialisées que sont gestion d'actifs Amundi, le crédit à consommation, le leasing, le factoring, qui a toutes ces filiales qui ont leurs propres ramifications à l'international, ce qui nous permet d'intervenir dans plus de 90 pays dans lesquels nous avons des équipes, des banques et des correspondants pour accompagner les entreprises dans l'ensemble de leurs besoins. Et en particulier dans l'Europe. En Europe, c'est la slide suivante. L'Europe qui, comme vous le savez, est la destination privilégiée des entreprises puisque plus de 70% des ETI qui sont actives à l'international le sont d'abord en Europe. Voilà. Alors, l'accélération de l'internationalisation passe évidemment par une croissance externe. Stéphane Hénon l'a redit. Et hier, nous avions le témoignage également d'Elisabeth Ducoté, PDG de Tuan, qui expliquait également sous un autre angle le fait qu'au début, on démarre par l'exportation. Et puis rapidement, on a envie de prendre son destin en main. On n'a plus envie de passer par un simple distributeur qui peut arriver à avoir ses limites, etc. On a envie de se plonger, de s'implanter véritablement dans le pays et on passe à la croissance externe. Croissance externe qui peut être soit transformante, comme l'a très bien expliqué Stéphane Hénon avec l'acquisition de Ramirent, ou pas transformante, comme l'a souligné, comme y a fait allusion Grégoire tout à l'heure avec l'acquisition par l'Oxam d'une société au Danemark, mais
il n'empêche que les deux, en fait, sont importantes parce qu'elles contribuent à renforcer l'entreprise sur son expérience, son savoir-faire à l'international, montrer sa capacité à intégrer des entreprises. Et donc, c'est très important aussi pour le vécu de l'entreprise, pour le savoir-faire managérial, pour le savoir-faire, la culture d'entreprise. Donc, tout ceci ne fait que renforcer effectivement le positionnement de l'entreprise à l'international. Alors, plusieurs étapes, effectivement, sont à passer en revue. On peut les passer rapidement en revue. C'est le slide suivant. La première étape a été abordée par Alexandre, c'est la partie analyse stratégique. Évidemment, on n'achète pas une entreprise sur des petites annonces. Ça se fait généralement suite à une réflexion souvent de longue haleine. Il faut être patient, rappeler l'Oxam, souvent parce qu'on a analysé le pays, on y est déjà peut-être un peu, et donc on vise évidemment des cibles, on cherche le bon moment. Excusez-moi, je vois que je n'ai pas partagé ma webcam, excusez-moi, voilà, toc. Voilà, et il est important, voilà, et il est très important d'avoir en permanence des actualités, enfin des informations très actualisées. Et là également, la banque peut avoir son importance parce qu'elle dispose de réseaux locaux pour aider l'entreprise à avoir des analyses sur le risque pays, l'analyse sectorielle, les bonnes pratiques, etc. Et c'est toujours intéressant pour une entreprise de combiner à la fois sa propre connaissance du pays et des acteurs locaux et avoir des conseils extérieurs, conseils par une société de conseil stratégique comme Altios, et d'avoir aussi le regard des banques, d'où l'intérêt de disposer d'un partenaire bancaire qui dispose d'un réseau mondial. La deuxième étape très importante, c'est le conseil au montage financier. Donc là, on arrive un peu au corps du sujet parce que au-delà du financement de l'opération, ce qui est important pour nous banquiers, c'est pas de vous aider à financer cette opération, c'est surtout de mettre en place les moyens pour financer globalement l'entreprise dans son développement. Si on ne se contente que de financer l'opération, on peut risquer de se trouver un peu limité, alors que ce qui nous intéresse, c'est de permettre à l'entreprise de continuer de se développer. Donc, cette partie ingénierie de l'opération est très importante. Quel est le poids d'endettement maximum que peut supporter l'entreprise? Est-ce que c'est un endettement purement bancaire? Est-ce qu'il y a besoin de fonds propres? Est-ce que l'entreprise elle-même peut avoir des réflexions pour un investisseur soit industriel, soit financier? Si c'est financier, effectivement, il y a une recherche de rémunération et il y a une durée plus limitée dans le temps. Donc, on arrive sur des réflexions qui mêlent non seulement la direction générale de l'entreprise, mais aussi son actionnariat. Donc, une vision long terme de l'entreprise. Donc, c'est toujours très structurant. Parmi les leviers possibles, il y a aussi des opérations de marché pour des entreprises qui sont matures, qui sont d'une certaine taille, qui sont déjà bien structurées financièrement. Et donc, on peut aller chercher des capitaux sur le marché, augmentation de capital, émission obligataire pour avoir parfois des investissements plus longs qu'un financement bancaire. Et l'entreprise peut aussi rechercher des placements privés type EuroPP ou Schuldschein. Voilà, donc il y a toute cette partie montage. Ce qui est très important, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir un montage équilibré qui préserve les grands équilibres financiers de l'entreprise et qui lui donne les moyens de continuer son développement et d'aller plus loin, et je dirais même de penser au coup d'après. Voilà, et donc ça, nous le faisons avec les chargés d'affaires, les banquiers ou les banquiers conseils dans le cadre des grandes ETI, en lien étroit avec les équipes nos équipes de corporate finance, et également nous présentons nos équipes equity capital market de Crédit Agricole CIB ou de Sodica selon le cas, selon la taille de l'entreprise, lorsqu'il faut aller sur les marchés. Troisième étape, c'est l'exécution du mandat d'acquisition ou de cession, parce que là, on parle d'acquisition, de croissance externe. On pourrait aussi dire que les entreprises ont parfois besoin de faire des arbitrages dans leur portefeuille d'actifs de société pour se repositionner. Mais ce n'est pas le sujet, on est sur la croissance externe. Et donc là, nous, LCL,
n'exécutons pas les mandats de fusion-acquisition. Nous passons par nos équipes expertes de Sodica ou de Crédit Agricole CIB et on sert d'intermédiaire pour faciliter ces opérations. Et donc, nos partenaires, nos collègues, donc facilitent tout ce qui est le process d'achat, acquisition, négociation, etc. Et nous arrivons à la 4e étape, qui est slide suivant, qui est le financement de l'opération. Alors, là, le financement de l'opération, il y a effectivement le financement bancaire et la grande question pour l'entreprise, est-ce que je fais un financement bancaire avec un seul banquier, avec 2 banquiers? Est-ce que je fais intervenir un pool? Est-ce que je fais une prise ferme? Tout ça, ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, à commencer par le timing. L'Oxam rappelait que pour certaines acquisitions, on n'a pas 2 mois pour se décider. Parfois même, il faut être très très rapide parce qu'en face, il y a une compétition, parce qu'il peut y avoir un fonds d'investissement qui a les dents longues, qui veut tout mettre le paquet tout de suite. Et donc, il arrive parfois qu'une banque, en accord avec, évidemment, avec l'entreprise, fasse ce qu'on appelle une prise ferme, c'est-à-dire je mets sur la table le financement qui permette la totalité de l'acquisition et après je resyndique auprès des autres banques, mais ce qui me permet d'arriver face au vendeur avec une offre ferme, un prix, un financement, ce qui me donne un avantage compétitif. S'il n'y a pas cette urgence de prise ferme, on peut, de manière classique, constituer un pool de banques avec ces banques relationnelles, c'est ce qu'on appelle le club deal, avec l'avantage, c'est que vous avez un pool de banques avec la même documentation juridique, avec un agent de crédit, un agent de sûreté, etc. Et ce pool bancaire de banques relationnelles vous permet de sécuriser ce financement et sert également un peu de structure pour les coups d'après, parce que vous avez déjà un pool de banque qui est là, qui connaît, qui partage votre stratégie, voilà, et qui permet de mettre en place les bons montages, c'est-à-dire le financement de l'acquisition, mais pas que. Prévoir parfois des lignes de CAPEX pour vos investissements, en plus une ligne de croissance externe pour les prochaines acquisitions, etc. Donc ça permet de prévoir un ensemble d'arsenal de financement qui laisse les marges de manœuvre nécessaires pour assurer la liquidité de l'entreprise, plus les sujets éventuels d'equity. LCL est en lien avec des partenaires, avec des fonds partenaires et dans lequel LCL investit lui-même. Donc là, en l'occurrence, les conseilleurs sont les payeurs. Voilà. Et puis des placements privés, EuroPP, Schuldschein, dont je parlais tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect garantie parce que, comme on le verra tout à l'heure avec Odile dans quelques exemples, il faut aussi penser à émettre des garanties financières, garanties actifs-passifs, ou reprendre les garanties de l'entreprise qui se vend. Donc tout ça, c'est une approche globale qui se fait encore par le réseau, le chargé d'affaires, le banquier conseil, et en lien avec nos spécialistes. 5e étape, c'est l'accompagnement de la cible qu'il ne faut pas négliger du tout. Donc c'est la 5e étape, l'accompagnement de la cible, parce que cette cible en question travaille déjà avec ses partenaires, mais il peut y avoir un intérêt à faire entrer un banquier local qui soit proche des banques historiques de l'acquéreur pour faciliter, je dirais, faciliter le traitement des opérations courantes, mettre en place des lignes, voilà, financer les CAPEX, le BFR et faciliter la remontée du cash dans le cadre d'un contrat de cash management. Donc tout ça aussi, ça fait partie des éléments à voir en amont. Et c'est vrai que la morale de l'histoire, c'est toujours mieux de voir le plus en amont possible avec votre banquier, je dirais, ce genre d'opération. Et on a tout à fait conscience que c'est des opérations extrêmement confidentielles, mais c'est notre métier aussi, la confidentialité, et de prévoir cet ensemble d'étapes dans le processus jusqu'à l'accompagnement de la cible qui se fait là aussi pour trouver des partenaires localement. On le fait avec notre réseau, on le fait aussi avec des filiales spécialisées, je pense notamment au leasing et factoring par exemple. Et enfin, 6e étape,
c'est le suivi et pilotage, c'est notamment le suivi des équilibres financiers de l'entreprise, parce qu'évidemment, ce sont des opérations très structurantes qui ont des impacts sur la structure financière de l'entreprise, et il est très important dans le cadre des financements qu'on a mis en place de pouvoir suivre avec vous la suite des ratios. Est-ce que les ratios sont tels que mentionnés ou prévus dans le business plan sont respectés ou pas? S'ils ne le sont pas, on en discute. Ce sont des clauses de rendez-vous pour permettre de s'assurer, des garde-fous pour permettre de s'assurer que ce qui était prévu est bien en marche, et si ce n'est pas prévu, on l'analyse et on revoit comment on redonne des marges de manœuvre à l'entreprise pour avoir une vision partagée du développement. Et encore une fois, l'idée, c'est de mettre en place ces financements, de sécuriser votre opération pour en prévoir des nouvelles par la suite. C'est le métier de banquier, c'est de permettre le développement de l'entreprise. Alors tout de suite, je vais passer la parole à Odile pour vous donner quelques exemples qui ont été faits dans le cadre de ces process. Odile, je te passe la parole. Oui, bonjour, merci à Arnaud. Odile Doyer, je suis banquier conseiller international et je travaille donc au sein du pôle coverage international sur l'accompagnement des groupes français et étrangers dans leurs projets, toujours en soutien et en support des équipes chargées d'affaires que vous avez au quotidien. 4 exemples aujourd'hui d'accompagnement en Europe, c'est le thème du jour. Pour vous donner des cas concrets de l'illustration donc de ces différentes étapes qu'a présenté Arnaud. Alors tout d'abord, un premier cas dont le facteur clé de succès, je crois qu'Arnaud l'a bien dit, c'est la bonne structuration de l'opération face à une opération extrêmement structurante. Monsieur Hénon en parlait tout à l'heure, il y a des critères de rapidité, de bonne structuration et d'accompagnement financier. Ici, on est donc sur le cas d'une ETI régionale spécialisée dans l'industrie agroalimentaire qui a pas choisi la facilité. Sa première acquisition était une acquisition en Angleterre, au Royaume-Uni, qui lui a permis donc de doubler sa taille, qui faisait déjà au départ un petit peu plus d'une centaine de millions de chiffres d'affaires. Ce qui a été clé, c'est que justement LCL a proposé donc de prendre ferme une partie de cette dette avec d'autres entreprises, une dette très significative, supérieure à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais surtout, et Arnaud en a parlé, c'est un exemple où l'entreprise a restructuré entièrement, c'était tellement transformant sa dette de façon à en effet revoir, allonger sa maturité, revoir l'amortissement et l'ensemble des étapes ultérieures. Alors bien sûr, une acquisition aussi transformante nécessite beaucoup de temps et l'acquisition suivante a mis quelques années évidemment avant de se faire. Mais pareil, LCL a pu répéter son accompagnement, prise ferme, syndication ensuite, suivi et émission de la garantie. Souvent, il y a des garanties actifs passifs, il y a une garantie pour l'accompagnement du vendeur local qui veut s'assurer que vous allez bien pouvoir payer le prix qui est prévu. Et encore une fois, cette prise ferme qui sécurise l'ensemble du montage. C'est un exemple qui a permis globalement en 5 ans à cette société ETI régionale vraiment de multiplier par 3 son chiffre d'affaires avec ces 2 acquisitions importantes, de se renforcer en se diversifiant et en préservant ses équilibres financiers globaux. Et cette marge de manœuvre additionnelle qu'elle a gagnée peut-être lui permettra à nouveau de se lancer dans une prochaine acquisition prochainement. Un deuxième exemple, rapidement, qui, lui, concerne plutôt le facteur clé de succès de cette acquisition. En fait, a été, de succès de cette acquisition a été la prise en compte des besoins opérationnels de la cible. Donc là, on parle d'un leader français du secteur audiovisuel, un petit peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a racheté en ensemble de sociétés à un groupe scandinave, 5 sociétés, et qui avait dont les cibles avaient vraiment des très importants besoins de caution et garantie pour pouvoir travailler. Vous le savez, quand il y a un changement de contrôle pour la cible, les prêteurs ou en tout cas les banques locales peuvent dénoncer leurs engagements, donc il était très important de les sécuriser aussi en même temps que le financement.
Donc LCL a non seulement proposé le refinancement global de la dette, mais aussi la reprise de ses engagements par signature, condition vraiment importante pour le bon fonctionnement, et les a intégrés dans la syndication auprès du pôle de banque. Voilà, et puis au-delà du financement d'acquisition et compte tenu des enjeux majeurs de développement d'une des grosses filiales de ce groupe scandinave en Allemagne, nous avons pu aussi introduire de nouvelles banques partenaires pour accompagner donc, le développement de ce beau projet. Voilà, on peut passer au cas numéro 3 qui lui concerne alors un pays du groupe qui est très important pour le groupe Crédit Agricole, c'est l'Italie, c'est le deuxième marché du groupe Crédit Agricole qui d'ailleurs a annoncé, donc ça y est c'est effectif, la reprise de Credito Valtanese qui en fait donc la sixième banque en Italie et c'est important hein, sur un marché bancaire très, très morcelé. Et LCL travaille vraiment conjointement et de façon développée les synergies avec Crédit Agricole Italia, qui est à la fois une banque de détail et corporate, et notamment avec qui a une équipe de corporate advisory qui travaille sur des petites cibles aussi, et pas que. À partir de 5 millions de valorisation, vous trouverez rarement ça hein, dans les grandes BFI, un accompagnement sur des cibles petites hein, et en synergie souvent avec Altios. Et donc là, en fait, il s'agit d'un mandat de cession que Crédit Agricole Italia avait et qui intéressait particulièrement nos clients, groupe familial, industriel, ETI, un petit peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, il y a une muraille de Chine, mais en l'occurrence, ce qui a été particulièrement clé, c'est non seulement, je dirais, le financement d'acquisition que LCL a pu opérer avec deux autres banques, hein, pour une dizaine de millions d'euros, la garantie d'actifs passifs, toujours, en tout cas importante, et puis une petite particularité sur les plus petites PME, ETI, l'homme clé dirigeant français était particulièrement important et clé. Donc, on a pu émettre cette garantie, cette assurance homme clé du dirigeant français. Et bien sûr, Crédit Agricole Italia, qui connaissait la cible, a pu apporter toutes les solutions de cash management, de cash pooling pour que le groupe français puisse suivre le bon fonctionnement et éventuellement rapatrier le cash en excès et puis mettre en place toutes les solutions de financement de BFR via son réseau. Voilà, un bel retour d'expérience et vraiment un accompagnement global en Italie, particulièrement on travaille avec l'ensemble de notre réseau, mais l'Italie est vraiment à mettre en valeur. Et puis pour terminer, last but not least, on voulait aussi vous alerter, vous le savez probablement, sur la capacité aussi de LCL de vous accompagner sur vos projets allemands. Nous avons un German Desk basé à Strasbourg, c'est un pôle commercial donc vraiment dédié à l'accompagnement en langue germanophone, donc l'Allemagne, mais aussi l'Autriche et une partie importante de la Suisse allemande. Où là nous avons un groupe français qui était déjà présent en Allemagne et qui était très content de ce développement et a cherché donc à acheter une cible supplémentaire. Et donc là, la particularité du montage, c'est que c'est la filiale déjà existante en Allemagne qui a donc racheté cette nouvelle opportunité, cette nouvelle cible. Et nous avons donc le German Desk qui a pu accompagner par la mise en place d'un financement en local, donc sur la filiale allemande en direct à 100%, en droit français et traduit dans les deux langues, avec la mise en place des garanties financières également chez LCL, et puis l'accompagnement global en langue allemande, ce qui est parfois précieux, non seulement au niveau des équipes de la cible, mais de l'ensemble des paramétrages, tout ce qui est lié entre guillemets au bon fonctionnement de la réalisation du M&A, la connexion bancaire, l'importance de rajouter aussi des banques additionnelles et tout ça bien sûr en langue allemande. Voilà, rapidement brossé quelques exemples de collaboration, de mise en place. Vous le savez, nos équipes financement structuré sont vraiment avec vos coverages à votre disposition
toute l'équipe et tous les partenaires groupes. En tout cas, on sera ravis et en tout cas avec le maximum d'agilité pour coordonner l'ensemble de toutes ces expertises. Avec le son, ça ira mieux. Merci Arnaud pour ce témoignage sur retour d'expérience très documenté. Alors, on va peut-être prendre une question parce que l'heure tourne et qu'on a posé les questions au fur et à mesure, mais il y a une question qui nous adresse peut-être conjointement à Alexandre et à Odile. Odile, vous avez parlé d'une entreprise groupe familial italienne. Il y a une question qui traite justement des PME ETI familiales qui sont nombreuses en France. Quels sont les points d'attention, les spécificités à prendre en compte pour réussir une acquisition en Europe pour ce type d'entreprise? Peut-être à la fois sur le plan recherche de cible et sur le plan financement, accompagnement. Sur la partie italienne en particulier, je suis désolée, je n'ai pas le son. Non, je crois que c'est une question qui rebondit justement sur le cas que vous avez cité sur l'entreprise italienne, qui est une entreprise familiale, mais c'est une question plus générale sur les ETI, PME, ETI familiales. Quels sont les points d'attention à avoir en tête pour réussir son acquisition en Europe? Sur l'accompagnement global, on a bien expliqué, on a essayé en tout cas de bien vous expliquer l'ensemble des différentes phases qui sont cruciales, importantes, aussi bien donc pour la recherche de cibles, l'acclimatation, etc. Et Alexandre a très bien documenté ça. Sur la partie culturelle, financement et autres, en effet, bon, c'est Elisabeth du côté hier qui nous disait d'ailleurs, pour rebondir sur une des questions, qu'elle avait réalisé une acquisition aux États-Unis 100% majeure, 100% à distance. Non, aujourd'hui, nous essayons en tout cas chaque cas est vraiment unique et doit être détaillé dans l'ensemble. Les points d'attention sont multiples. On va essayer de travailler en effet avec agilité. Hein. Alexandre, peut-être. Alexandre, je ne sais pas si tu peux compléter. Ouais, non, c'était très complet, Odile. Peut-être juste pour compléter la réponse, plutôt sur la première partie de la question, référence familiale, et puis Arnaud, je te laisserai finaliser la réponse. Peut-être la première chose, enfin, en tout cas que moi j'ai remarqué de mon prisme sur les PME ETI familiales, hein, c'est que vraiment on voit des divergences de position, voilà, quand c'est deux frères ou deux générations qui sont impliquées. Moi, je pense que c'est vraiment essentiel de bien s'aligner, encore une fois, en interne, en famille, du coup, sur la même stratégie, on va dire, d'acquisition avant d'appuyer sur le bouton et de lancer un process complet. Donc, c'est bien se répartir les rôles, qui fait quoi, qui est le responsable de projet, qui négocie, qui en interface avec le conseil, avec les cibles, qui valide les offres, parce que c'est vrai que si tout le monde dans la famille, voilà, le fils, la fille, le père qui a 85 ans, enfin toutes ces choses-là, il faut être extrêmement vigilant parce que ça peut paraître un petit peu brouillon avec des divergences de position. Donc, il faut quand même être assez organisé, surtout en famille, quand il y a de l'émotion, des choses comme ça. Et puis aussi, moi, je l'ai vu énormément de fois sur des ETI familiales, c'est d'être aligné sur le même partage d'informations. Donc, c'est aussi le rôle du conseil, hein, d'aligner tous les membres de la famille, hein, qui sont du même côté, sur le même niveau d'information, bonne ou mauvaise nouvelle, voilà, pour pas qu'il y ait de surprise ou de sentiment d'avoir été un petit peu enlevé des boucles. Voilà. Oui, simplement deux choses pour pas être redondant. Un, être alignement sur la stratégie, tant au niveau managérial que actionnaire, vraiment avoir la vision, une vision partagée au plus haut niveau de l'entreprise, et on peut rejoindre ce que disait Stéphane Hénon tout à l'heure, c'est un sujet de direction générale parce que ça engage vraiment l'entreprise dans son avenir. Et le deuxième aspect qui est la qualité des due diligence pour être certain de ce qu'on achète. Il y a toujours une part d'inconnu parce qu'après il y a une osmose qui se fait, l'entreprise c'est une affaire d'hommes, voilà. Et après le marché, il y a toujours des impondérables, il y a des sujets d'organisation, mais je pense que, un, la stratégie, deux, les due diligence, c'est deux aspects importants. Merci beaucoup. Pour conclure, je vais simplement vous donner rendez-vous sur les autres webinaires de la semaine, sur la slide suivante. Hier, Didier Borowski, Global Views Amundi, nous rappelait que Chine, ASEAN et Amérique du Nord allaient tirer la croissance mondiale en 2021 et 2022, puisqu'il prévoyait plus 8%
de croissance du commerce mondial en 2021 et plus 6% en 2022. Et donc demain, nous aborderons mercredi à 10h Chine et ASEAN, comment repenser son implantation sur ces marchés, avec notamment le témoignage de Fermob, qui est une pépite française qui s'est internationalisée. Jeudi, à 14h30, pour tenir compte du décalage horaire, on sera avec l'Amérique du Nord et nos bureaux Canada et États-Unis pour savoir comment profiter des opportunités de la relance. Et puis, on clôturera cette semaine de l'international vendredi avec un webinaire dédié à la gestion de votre BFR à l'international qu'on a un petit peu abordé aujourd'hui. Voilà, il me reste à vous remercier de votre attention, vous excuser encore pour les petits problèmes techniques, mais on a pu reprendre et vous dire bonne croissance externe en 2021-2022. Merci. Merci. Merci Altios et merci à tous. Merci, au revoir.